À partir de juin 1944, la Seconde Guerre mondiale avait clairement tourné en faveur des Alliés. En Europe, les forces américaines, britanniques et canadiennes avaient zombie réussi à repousser les Allemands d'Afrique du Nord et d'une grande partie de l'Italie, détruisant au passage le régime de Mussolini, alors que les forces alliées débarquaient sur les plages lors du jour J et avançaient ligne pour libérer la France, les Soviétiques se rapprochaient de l'Allemagne par l'Est. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, l'Empire japonais était lui aussi sur la défensive après plusieurs grandes victoires américaines. Après avoir inversé le cours de la guerre lors de la défense réussie de Midway en 1942, les Américains restèrent à l'offensive, repoussant les Japonais de leur bastion du Pacifique et infligeant de lourds dégâts à la flotte impériale. Les Américains progressaient stratégiquement d'île en île, se rapprochant constamment du Japon continental. À chaque avancée, les bombardiers lourds américains, tels que le B-17 et le tout nouveau B-29 Super Fortress, pouvaient étendre leur portée plus profondément dans le territoire japonais. Grâce à leur portée extrêmement longue, ils furent bientôt capables de frapper directement les villes et les cibles industrielles des îles japonaises. Pour l'Allemagne nazie, comme pour le Japon impérial, la défaite n'était plus qu'une question de temps. Mais pour les Japonais, cela ne changeait presque rien. Animés par une haine intense de l'ennemi et une dévotion absolue envers leur empereur et le code samouraï, les Japonais se battaient jusqu'à la mort pour chaque pouce de leur empire, en ruine. Alors que les forces américaines se préparaient à envahir le territoire japonais, elles s'attendaient à une résistance féroce. Iwo Jima, une petite île située à environ 760 miles du Japon continental, était considérée comme un terrain idéal pour lancer des raids de B-29 sur le Japon. À partir de juin 1944, la marine américaine et les forces aériennes bombardèrent sans relâche l'île et sa garnison, affaiblissant les défenses japonaises avant l'arrivée des Marines. Dans le cadre de la stratégie visant à prendre Iwo Jima, l'île devait être totalement isolée de tout soutien extérieur. En cas d'invasion américaine, la base japonaise de Chichijima, située seulement 150 miles au nord, serait obligée de réagir. Abritant une base d'hydravions, une station météo, plusieurs petits navires de la marine et une garnison de 25 000 hommes, la base possédait également 2 stations radio installées au sommet de 2 montagnes. Pour isoler Iwo Jima, ces transmetteurs devaient être détruits. Le 2 septembre, des avions des porte-avions USS Enterprise et USS San Jacinto partirent accomplir cette mission. La mission était composée de 8 avions, 4 chasseurs F-6F L4 de l'Enterprise et 4 torpilleurs TBF Avenger du San Jacinto. Chaque appareil transportait 4 bombes de 500 livres. Dans le cockpit de l'un des Avengers se trouvait un pilote de 20 ans, l'enseigne de vaisseau George H.W. Bush. Bien avant de devenir le 41e président des États-Unis, Bush n'était qu'un jeune aviateur parmi tant d'autres servants dans le Pacifique. Ayant effectué son premier vol de combat seulement en mai de cette même année, Bush était déjà un vétéran aguerri avec plus de 50 missions à son actif. Ce jour-là, l'attaque de Chichijima ne devait être qu'une journée de plus au travail pour lui et ses camarades. Elle allait se révéler tout le contraire. On vient de se faire toucher sévèrement. Delaney, tu vois la cible. Oui, tiens-la stable. Quelques secondes encore. Fais vite. Bombe larguée. Touché direct. Bonne précision. Parfait. Les gars, l'avion ne tiendra pas. Je vais nous emmener le plus loin possible vers la mer, mais soyez prêts à sauter dès que je le dis. Alors que les 8 avions pénétraient dans le ciel, au-dessus de Chichi, ils furent accueillis par un tir anti-aérien intense. Même si les artilleurs japonais utilisaient un armement dépassé, ils compensaient en saturant le ciel de projectiles. En traversant le barrage, les avions américains se séparèrent, chaque groupe chargé de détruire l'un des émetteurs radio. Alors que Bush s'alignait pour son attaque, son Avenger fut violemment secoué, frappé de plein fouet par le tir japonais. Très vite, de la fumée et des flammes s'élevèrent du nez de l'avion.
Sans se laisser décourager, Bush poursuivit son attaque. Il lutta pour maintenir l'appareil endommagé stable suffisamment longtemps pour que le radio John Delaney puisse viser la cible. Il largua les bombes qui touchèrent directement la station en dessous. Pour Bush et son équipage, il n'y eut presque pas de moment pour célébrer. La fumée envahit rapidement le cockpit, et il devint clair qu'il n'avait bombe plus que quelques 2 minutes, voire quelques secondes, avant que l'avion perde sa puissance. Utilisant ce qui restait d'énergie, Bush se dirigea vers la mer, espérant mettre un peu de distance avec l'île, tout en gagnant assez d'altitude pour permettre un saut en parachute. Mais c'était trop tard. L'avion allait s'écraser ou exploser d'une seconde à l'autre. Bush savait qu'il ne pouvait de plus attendre. Il ordonna à son équipage de sauter. En luttant pour stabiliser l'Avenger, Bush vit John Delaney réussir à s'éjecter. Mais dans la fumée épaisse envahissant le cockpit, Bush perdit de vue son mitrailleur arrière, William White. Malheureusement, Bush ne pouvait pas attendre plus longtemps et ne pouvait qu'espérer que White avait sauté lui aussi. C'était désormais son tour. Attrapant un radeau gonflable, Bush ouvrit la verrière et sauta, heurtant douloureusement la queue de l'avion au passage. Son parachute s'accrocha brièvement au stabilisateur arrière, se déchira, mais parvint tout de même à s'ouvrir partiellement. Il tomba cependant à une vitesse dangereuse. Il frappa violemment l'océan Pacifique, mais, miraculeusement, ne souffrit que de contusions mineures. Après avoir gonflé son radeau et grimpé à bord, Bush scruta l'eau agitée autour de lui. Alors que la bataille se poursuivait à distance, quelques Hellcats survolèrent pour sa position afin de repousser toute tentative japonaise de capture. Bush appela Delaney et White, mais aucune réponse ne vint. À part les avions alliés, il était seul au milieu de l'océan, dangereusement proche du territoire ennemi. Ce que Bush ignorait, c'est que ses 2 coéquipiers étaient déjà morts. Delaney était tombé sans que son parachute ne s'ouvre. White n'avait jamais quitté l'avion en flammes. Pendant 4 longues heures, Bush dériva dans son radeau, priant pour être secouru avant l'arrivée des Japonais. Heureusement, le sous-marin USS Finback se trouvait à proximité pour récupérer les pilotes abattus. Lors de ce raid du 2 septembre, 10 aviateurs américains furent contraints de sauter au-dessus du territoire japonais. Bush serait le seul à être secouru. Les 9 autres allaient endurer les horreurs de la captivité japonaise et un seul survivrait pour témoigner. Pour beaucoup de soldats américains, l'idée de mourir semblait préférable à celle d'être capturé par les Japonais. Le code Bushido, hérité des samouraïs, considérait toute reddition comme une honte absolue. Ainsi, les prisonniers américains, particulièrement les aviateurs, étaient rendus traités avec une brutalité extrême. Les passages à tabac, tortures et exécutions étaient les tristement courants dans les camps japonais. Pour les pilotes abattus, la mort sur place était fréquente. Bush, comme les proches des 8 aviateurs disparus, pensaient que leurs amis connaîtraient le même sort. La vérité, cependant, était que les tendances sadiques, souvent affichées par les Japonais, avaient atteint un niveau encore plus monstrueux sur Chichijima. En août 1944, la situation sur Chichijima était devenue désespérée pour les Japonais. Constamment attaquée par les raids américains, la garnison souffrait d'une pénurie extrême de nourriture, chaque homme ne recevant qu'une minuscule ration de riz par jour. Lorsque les 9 aviateurs américains furent capturés le 2 septembre, les Japonais étaient impatients de défouler leur rage sur ces prisonniers désarmés. Pendant 1 mois entier, les hommes capturés furent abattus, affamés et torturés. Puis, le commandant japonais, le général Tachibana, ordonna en signe de représailles qu'ils soient donc tous exécutés. Lors d'une cérémonie publique macabre, 8 des hommes furent frappés à mort, bâillonnés, mutilés ou décapités. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Après la décapitation de 2 prisonniers, Tachibana donna un ordre abominable. Leur foie devait même être prélevé, cuisiné et servi à une délégation d'officiers de la marine. Ce soir-là, Tachibana et ses invités reçurent, comme amuse-bouche, de la chair humaine rôtie. Alors que certains officiers furent horrifiés et refusèrent d'en manger, le contre-amiral Kunisui se montra, lui, particulièrement enthousiaste. Il en voulait tellement
qu'il décida d'offrir au personnel de l'armée un festin préparé par lui-même. Puisant dans leur propre groupe de prisonniers de guerre américains, Maury ordonna que les Américains soient lard découpés, la viande de leurs cuisses et leur foie bouillis pour être servis en ragoût à Tachibana et aux autres officiers. Lorsque la guerre prit fin en septembre 1945, la chasse commença pour retrouver tous les officiers et soldats japonais recherchés pour divers crimes de guerre. Quand une commission d'enquête du corps des Marines se mit à rechercher les aviateurs abattus au-dessus de Chichijima et des îles Bonin et apprit l'atrocité commise, elle arrêta rapidement le général Tachibana ainsi que 30 autres hommes liés aux actes de cannibalisme. En 1946, Tachibana et 4 autres furent reconnus coupables du meurtre de prisonniers américains. Bien qu'ils aient été condamnés pour meurtre, le cannibalisme n'était pas couvert par le droit international. Ils furent maintenant donc inculpés pour privation d'inhumation honorable et condamnés à mort. L'année suivante, Tachibana et 4 autres officiers furent pendus. Les autres soldats impliqués furent libérés dans les 8 années suivantes. Pendant plus de 60 ans, l'armée conserva tous les dossiers du procès et de l'enquête sous scellé, estimant probablement que la vérité serait trop douloureuse pour les familles des aviateurs disparus. Même au cours de sa longue carrière politique et de sa présidence, George H.W. Bush n'apprit jamais ce qui était arrivé à ses camarades abattus au-dessus de Chichijima ce jour de septembre. Ce n'est que lorsqu'il eut entre les mains le livre de James Bradley, Flyboys, A True Story of Courage, qu'il découvrit l'horrible vérité sur leur mort, un sort auquel il avait lui-même échappé de justesse. Pour Bush, le livre rouvrit de vieilles blessures. Les visages et les noms de ses amis là tombés pesaient lourdement sur son esprit. Jimmy Dye, radioman, Floyd Hall, pilote de la Navy, Marv Merson, radioman, Warren Earl Vaughan, pilote des Marines, Dick Woolhoff, radioman, Grady York, mitrailleur, Glenn Frazier, mitrailleur, Warren Hinden Long, pilote de la Navy. Parmi ces 8 aviateurs, Mercian, Hall, Dye et Vaughan furent donc tués à des fins cannibales. Un 9e prisonnier, le pilote William E. Connell, survécut à la captivité japonaise à Chichijima et fut libéré en 1945. Pour le président Bush, les souvenirs provoquèrent des vagues de chagrin intenses et une profonde culpabilité du survivant, qu'il combattit tout le reste de sa vie. Dans une réflexion ultérieure, Bush déclara « Je me demande pourquoi le parachute ne s'est pas ouvert pour l'autre. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je béni? Pourquoi suis-je encore en vie ?» Une question qui l'a hanté. Si les actes de cannibalisme perpétrés à Chichijima relevaient d'une cruauté sadique, la plupart des cas historiques sont issus du désespoir provoqué par une famine extrême. Pour des millions de personnes dans le monde, les années 1930 furent une période sombre et désespérée. Le krach boursier de 1929 plongea le monde dans une dépression économique, faillite bancaire, entreprises fermées, chômage massif en Amérique du Nord, du Sud et en Europe. Beaucoup peinaient à subvenir aux besoins de leur famille. Il n'était pas rare de rationner la nourriture ou de se coucher le ventre vide. Cependant, les souffrances endurées en Union soviétique dépassaient largement celles du monde occidental. La politique de collectivisation forcée de Joseph Staline, conçue pour industrialiser rapidement le pays, regroupa les exploitations agricoles indépendantes en vastes fermes collectives appartenant à l'État. L'objectif affiché était d'augmenter la production alimentaire pour les zones urbaines, mais la plupart des paysans n'étaient pas enthousiastes à l'idée d'abandonner leurs terres, leur bétail, leur autonomie et leurs pratiques agricoles traditionnelles. Les paysans ukrainiens s'opposèrent particulièrement à la collectivisation, organisant des protestations et des soulèvements armés, réprimés immédiatement par la force brutale du gouvernement soviétique. Au lieu d'augmenter la production agricole, la collectivisation eut l'effet inverse, une chute dramatique des récoltes et une famine généralisée dans toute l'Union soviétique. Ce que les Ukrainiens nomment aujourd'hui l'Holodomor, la mort par la faim, causa entre 3 et 5 millions de morts. Dans leur désespoir, beaucoup se tournèrent vers le cannibalisme,
consommant surtout la chair des morts. Mais des rapports témoignent aussi de parents tuant leurs propres enfants, ou d'enfants traqués comme nourriture par des groupes de personnes rendues folles par la faim. La police secrète soviétique, le NKVD, reçut l'ordre de surveiller les boucheries pour détecter toute viande suspecte. En mars 1933, la police de Kiev recevait une dizaine de rapports de cannibalisme par jour. Dans le chaos, de nombreux cas ne furent jamais documentés par les autorités ukrainiennes ou soviétiques. Les actes de cannibalisme observés durant l'Holodomor rappellent tragiquement jusqu'où l'être humain peut aller pour survivre. Cependant, les horreurs vécues par des millions de citoyens soviétiques dans les années 1930 n'étaient vendées qu'un prélude à ce qui allait arriver pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'été 1941, la Seconde Guerre mondiale se déroulait très bien pour le Troisième Reich nazi. Après la conquête de la Pologne en 1939, Hitler se tourna vers la Grande-Bretagne, la France et les autres pays d'Europe de l'Ouest. En mai 1940, utilisant la tactique révolutionnaire de la Blitzkrieg, les Allemands lancèrent une offensive éclair à travers le continent. Les Alliés, prisonniers de stratégies obsolètes, héritées de la Première Guerre mondiale, furent totalement dépassés. À la fin de l'été, presque toute l'Europe continentale était sous la bannière nazie. Seule la volonté déterminée du peuple britannique empêchait Hitler de dominer entièrement l'Ouest. Alors que les forces de Britanniques défendaient Djindar-Île et combattaient en Afrique du Nord, Hitler lança la préparation de sa campagne la plus ambitieuse, l'invasion de l'Union soviétique. L'opération Barbarossa débuta le 22 juin 1941 avec près de 150 divisions, 3000 chars, 7000 pièces d'artillerie, 2500 avions et plus de 3 millions d'hommes, la plus grande invasion militaire de l'histoire. Malgré les avertissements britanniques, l'assaut prit complètement par surprise l'armée rouge. Les purges impitoyables de Staline avaient éliminé beaucoup de ses meilleurs officiers. Ainsi, bien que massive, l'armée soviétique était mal coordonnée, mal entraînée et mal équipée. La résistance s'effondra rapidement. Hitler ordonna que ses forces se divisent en 3 groupes. Le groupe d'armée centre devait prendre Minsk et Smolensk, puis marcher sur Moscou. Le groupe d'armée sud devait envahir l'Ukraine et prendre Kiev avant d'avancer vers la Crimée. Le groupe d'armée nord devait conquérir les États baltes et Leningrad. Leningrad, autrefois Saint-Pétersbourg, était la deuxième ville la plus importante du RSS, tant stratégiquement que symboliquement. Avec 3 millions d'habitants et plus de 600 usines produisant 11% de l'industrie soviétique, c'était un centre vital. Son port accueillait une grande partie de la flotte de la Baltique. Si les Allemands prenaient de Leningrad, l'URSS serait coupée de la mer Baltique et de ses voies d'eau maritimes. C'était aussi un symbole. La révolution bolchevique de 1917 y avait commencé. Comprenant l'importance de la ville, l'armée soviétique mobilisa immédiatement la population pour la défendre. Hommes, femmes et enfants creusèrent des tranchées, construisirent des barricades et abris, épaulés par 20 000 soldats. Les Allemands encerclèrent la ville par l'ouest et le sud, tandis que les Finlandais, équipés par les Allemands, avancèrent depuis le nord. Bien que les Finlandais aient refusé d'avancer au-delà des frontières soviéto-finlandaises d'avant-guerre, leur présence au nord signifiait que les défenseurs soviétiques étaient encerclés sur 3 côtés. Avec la mer Baltique à l'ouest et le lac Ladoga à l'est, les défenseurs soviétiques s'étaient retranchés dans leur position et se préparaient à l'inévitable assaut allemand. Mais en novembre 1941, l'attaque n'était toujours pas venue. Penché sur les cartes dans son poste de commandement, le maréchal allemand Wilhelm Ritter von Leeb, commandant les forces allemandes autour de Leningrad, se trouvait dans une situation frustrante. Les planificateurs de l'opération Barbarossa, en particulier Hitler, avaient largement sous-estimé l'immensité de la campagne russe. Bien que son objectif principal fût de repousser les soviétiques hors de Leningrad, la plupart de ses unités disponibles étaient tirées le long des lignes entourant la ville. Il estimait qu'il faudrait au moins 35 divisions pour mener une attaque réussie sur la ville. Cependant, avec les combats sur le front de l'Est s'enlisant rapidement
face à une résistance soviétique de plus en plus forte, et l'hiver approchant, seulement 26 divisions purent être rassemblées. Von Lieb opta donc pour une stratégie différente. Au lieu d'attaquer directement la ville et de risquer une bataille urbaine coûteuse, il choisit d'assiéger Leningrad, utilisant la faim comme une arme pour briser la volonté de ses défenseurs. À partir de septembre 1941, les Allemands lancèrent des bombardements aériens et d'artillerie constants sur Leningrad, ciblant les infrastructures d'eau, de chauffage et d'électricité. Après avoir détruit ces infrastructures vitales, les Allemands concentrèrent leurs attaques sur la population, bombardant sans distinction les zones résidentielles et les abris. Bien qu'environ 1 million d'habitants aient été évacués avant le début du siège, environ 2,5 millions restèrent piégés, et il ne fallut pas longtemps pour qu'ils ressentent les effets étouffants du blocus allemand. Malgré les préparatifs de défense, les autorités soviétiques avaient étonnamment échoué à stocker suffisamment de nourriture et de combustible. Désormais, alors que l'hiver approchait, les habitants de Leningrad faisaient face à la perspective terrible de survivre au siège sans chauffage et le ventre vide. Prenant conscience de leur erreur, l'armée rouge se précipita pour apporter vivres et ressources à la ville isolée. À la fin de l'été et durant l'automne, des convois de barges traversaient le lac Ladoga depuis la côte soviétique, tentant de transporter des provisions vers Leningrad. Quand l'hiver arriva et que le lac gela, ces barges furent remplacées par des traîneaux à chiens et des camions. Malgré ces efforts, la Luftwaffe fit de ces convois des cibles prioritaires. D'innombrables barges, camions et traîneaux sombrèrent dans les eaux glacées du lac Ladoga, et très peu de nourriture atteignit la ville. Les Allemands prédisaient que la ville serait au bord de la famine totale en quelques semaines. Mais lorsque 1941 laissa place à 1942, Leningrad restait entre les mains soviétiques. Les conditions à l'intérieur de la ville étaient horribles. La mort était littéralement partout. Les rues étaient jonchées des corps de soldats et de civils tués par les bombes, les obus, la maladie et le froid. Les rares hôpitaux encore debout étaient débordés. Même s'il restait des lits, leur stock de médicaments, de bandages et d'antibiotiques était complètement épuisé. Pour aggraver la situation, les autorités réduisirent la ration quotidienne de pain à 125 grammes par personne, souvent mélangée à de la sueur de bois pour étirer les provisions. Entre les attaques allemandes, le froid glacial et le manque total de nourriture, des milliers de personnes mouraient chaque jour de faim et de malnutrition. En janvier et février 1942, plus de 200 000 civils soviétiques auraient donc succombé à la faim. Les gens s'étaient désespérés. Le printemps était encore loin, rendant impossible toute culture de légumes ou de céréales. Sans pain, les habitants affamés de Leningrad tournèrent leurs yeux vers les innombrables cadavres non enterrés éparpillés dans la ville. Ils firent ce qu'ils devaient me faire pour survivre. Les premiers rapports de cannibalisme furent transmis aux autorités le 13 décembre 1941, lorsque le NKVD rapporta 9 cas de civils mangeant de la chair humaine. 10 jours plus tard, 13 autres cas furent enregistrés. Avec l'arrivée de l'hiver 1942, ces chiffres augmentèrent régulièrement. Les détails de ces rapports étaient horrifiants, révélant à quel point certains étaient désespérés pour survivre, eux et leurs proches. Dans un cas, une mère fut arrêtée pour avoir tué son enfant de 18 mois afin de nourrir ses 3 autres enfants. Dans un autre cas, un plombier tua sa femme et utilisa sa chair pour nourrir ses fils et ses nièces. Bien que les autorités soviétiques tentassent d'étouffer ces histoires pour éviter la panique, les rumeurs de cannibales se propagèrent rapidement dans la ville. Bientôt, le cannibalisme devint un aspect horrible, mais accepté de la vie quotidienne. Dimitri Lazerov, un habitant qui tenait un journal pendant le siège, se souvenait d'une comptine sinistre chantée par sa nièce et sa fille sur l'air de Mary Had a Little Lamb. Elle disait notamment « Un dystrophique marchait, l'air vide, avec un panier. Il transportait des morceaux de cadavres. Je mange de la chair humaine pour le déjeuner.
Ce morceau fera l'affaire. En 1942, le NKVD arrêta plus de 2000 cannibales, divisant les coupables en deux catégories. Mangeurs de cadavres, ceux qui se nourrissaient d'eau de corps déjà morts. Mangeurs de personnes, ceux qui tuaient pour se nourrir. Les premiers étaient généralement envoyés en prison. Les seconds, lorsqu'ils étaient prouvés coupables de meurtre, étaient exécutés par peloton d'exécution. Cependant, les cas de meurtre restèrent rares. Sur 300 arrestations, en avril 1942, seulement 44 concernaient des homicides. La grande majorité étaient simplement des gens désespérés, utilisant les corps de leurs proches. Même la police secrète soviétique, pourtant connue pour sa brutalité, accordait parfois une certaine indulgence, constatant que la plupart des cannibales étaient donc des femmes jeunes, sans antécédents, tentant de sauver leurs enfants. L'année 1943 marqua un tournant. Bien que la vie restât difficile, les habitants commencèrent à creuser d'immenses jardins potagers dans toute la ville. Ces cultures improvisées, bien que souvent bombardées, apportaient un minimum de nourriture. Sur le front de l'Est, l'armée rouge reprit peu à peu l'avantage. Après la victoire de Stalingrad, les soviétiques passèrent à l'offensive, repoussant lentement les Allemands vers l'ouest. Le 27 janvier 1944, après presque 900 jours de siège, les forces soviétiques atteignirent enfin les abords de la ville, brisant l'encerclement. Sur les plus de 2,5 millions d'habitants au début du siège, seuls 700 000 survécurent, amaigris, malades, à peine vivants. Le front de l'Est reste l'un des théâtres les plus brutaux de la Seconde Guerre mondiale. Et parmi toutes les batailles, le siège de Leningrad demeure le siège le plus meurtrier de l'histoire militaire. Merci de regarder, de vous abonner, de liker et de partager. Que Dieu soit avec chacun d'entre vous, quoi que vous traversiez, et je vous retrouve dans le prochain épisode.